Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinaires sur les sujets d'innovation et de développement économique. Et nous sommes le prestataire du consortium FindMed sur l'organisation d'un cycle de webinaires dont aujourd'hui est le troisième module, j'allais dire. Merci à vous d'être venus, bienvenue dans la salle virtuelle. Donc, les webinaires FindMed sont dédiés à la filière du médicament et des technologies de santé. Et le but, c'est de promouvoir l'innovation au bénéfice des TPE, PME, ETI. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais vous donner quelques informations sur la salle virtuelle en elle-même pour que vous soyez le plus à même possible d'interagir avec nous, que vous soyez à l'aise avec l'interface. Donc déjà, vous devez voir ma webcam un petit peu au milieu, là, pour l'instant, de l'interface. Vous pouvez la bouger, en fait, si vous cliquez avec votre souris dessus, vous pouvez la faire passer d'un côté à l'autre. Mais en fait, le plus simple, à mon sens, c'est vraiment de cliquer en haut à gauche, de passer votre souris sur cette zone-là en haut à gauche de la webcam, ce qui va vous permettre d'accrocher la caméra à droite de l'interface. Du coup, elle est plus au milieu et c'est assez pratique. Donc, je vous invite à accrocher la vidéo en haut à droite. Si vous souhaitez nous faire des commentaires ou nous poser des questions, vous avez un module tout en bas à droite qui vous permet de taper des messages. Donc, vous avez un icône bulle qui permet de plutôt donner un commentaire. Et vous pouvez aussi cliquer sur le point d'interrogation qui est l'icône d'à côté, qui vous permet de décider de poser une question. Donc, vous déclarez d'abord que votre message est une question, ensuite vous cliquez sur Entrée pour l'envoyer. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat soit pour émettre un commentaire, soit pour poser une question. On y répondra plutôt en fin d'intervention, mais c'est important pour nous de savoir déjà comment ça se passe pour vous et puis de pouvoir prendre vos questions. Et la troisième chose qui est importante pour vous de savoir, c'est qu'il est possible que vous ayez parfois des difficultés à entendre le son. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat déjà, parce que l'important pour nous, c'est de savoir si c'est vous seulement ou si c'est la totalité des personnes. Si c'est vous seulement, vous pouvez aller en haut à droite dans Tableau d'événements et vous allez pouvoir accéder au son par téléphone. Si c'est plus pratique pour vous, le son en général est dans ce cas-là plus clair. C'est vraiment des questions de connexion informatique parfois d'une structure à l'autre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi avant de démarrer, c'est que donc on en est au troisième webinaire de FindMed et que vous pouvez retrouver les replays des webinaires de FindMed sur une chaîne qui est sur la plateforme Act Match. Alors, je vais prendre 2 minutes pour vous montrer simplement via un partage d'écran le site web qui va vous permettre de voir. Donc là, vous êtes sur la plateforme Act Match et en fait, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur la chaîne FindMed qui est ici. Et si vous cliquez sur cette chaîne, vous allez voir les séminaires FindMed qui sont tous répertoriés. Donc, vous avez les 2 premiers en replay. Vous allez avoir celui d'aujourd'hui en replay juste après. Et puis, vous aurez bien sûr la possibilité d'accéder au suivant. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour avoir accès au webinaire FindMed. Voilà, donc je termine le partage d'écran et je reviens dans la salle. Donc je vais reprendre simplement la présentation. Donc le sujet d'aujourd'hui, microbiome, galénica avancée et test in vivo, imagerie in vivo, pardon. Donc on va démarrer par une introduction du directeur des opérations de FindMed qui est Damien Salos, qui est en vidéo. Ensuite, Hugo Roum, responsable opérationnel des plateformes Sambo et MetaQuant de l'Institut Métagénopolis de l'INRA et du Carnot Caliment, va faire une intervention sur l'étude du microbiome. Dans un deuxième temps, Maria Inès Rey, directrice de la plateforme de galénique avancée GALA de l'Institut Carnot Mine Albi, fera une intervention sur la fabrication de formes galéniques innovantes. Maria Inès nous fait le plaisir d'être avec nous pour ce webinaire. Elle pourra donc répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, nous aurons ensuite et enfin la présentation de Benoît Alwin, directeur général du GIP Cicéron, du tremplin Carnot I2C, donc sur l'imagerie in vivo. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous passer l'intervention de Damien Salos, qui va faire une introduction sur les webinaires FindMed. Les webinaires sont un des outils qu'on a mis en place pour vous présenter les expertises des instituts Carnot, enfin les présenter aux PME, mais pas seulement les expertises des instituts Carnot, puisqu'on aura aussi des expertises de pointe qui seront présentées par d'autres acteurs
qui sont notamment des PME, des CRO, qui sont notamment membres de l'AFSI, mais à l'avenir, pourquoi pas aussi d'autres plateformes académiques non membres du consortium. Voilà, donc c'est une introduction qui est un petit peu courte, mais que je trouvais importante quand même de vous passer. Donc on va passer à l'intervention suivante, donc qui va également avoir lieu en vidéo. Donc c'est l'intervention de Hugo Roum. Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui les plateformes de traitement des échantillons du microbiote humain à Métagénopolis. Donc au travers de l'étude du microbiome, donc les plateformes Sambo et Métacant. Donc je suis responsable opérationnel de ces plateformes au sein de l'unité Métagénopolis à l'INRA. Donc, quelques informations tout d'abord sur les structures de l'unité. Donc, Métagénopolis est un démonstrateur pré-industriel qui met à disposition donc, de la communauté scientifique et industrielle son expertise et ses outils. Donc, c'est environ 40 employés, dont à peu près 40% sont dédiés au métier des réseaux et structures informatiques, bioinformatiques, biostatisticiens et mathématiciens pour l'analyse des données générées. Dans les laboratoires, nous avons une très forte automatisation, ainsi que dans les analyses en bioinformatique et biostatistique. Donc, Métagénopolis a été une structure financée par les investissements d'avenir. Elle est également en lien fort avec l'ICAN, qui est l'Institut Cardio-Métabolisme et Nutrition. Elle a un socle très important également avec l'éthique au sein de l'Université catholique de Lyon. Et au sein de l'INRA, elle travaille main dans la main avec deux unités Gabi, donc la génétique animale et biologie intégrative pour l'analyse du microbiome, et également l'unité expérimentale Michaelis. Nous sommes également en fort lien avec l'INRA Transfert, donc qui nous permet cette mise à disposition des outils et de nos savoir-faire auprès des industriels. Donc le microbiome, les applications en nutrition et santé. Donc nous avons différentes applications. Tout d'abord, une application forte en stratification des données du microbiote humain pour la personnalisation et pour le diagnostic. Donc c'est l'identification des composants de la structure du microbiote intestinal, donc normal ou pathologique, donc pour relier les phénotypes de l'hôte avec son profil intestinal. Donc ça va être surtout l'analyse des biomarqueurs. Pour la détection de la symbiose ou de la dysbiose, des individus sains versus les individus malades, et en fonction de la sévérité de la maladie. On va également avoir des études correspondant à l'analyse de répondeurs ou de non-répondeurs à des traitements, et également à l'apparition, voire l'aggravation de pathologies chroniques. Et ce, pour arriver donc à une alimentation ou un traitement personnalisé. Nous avons un deuxième axe qui s'intéresse aux nouveaux médicaments et aux nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, ce sont les approches fonctionnelles, notamment métagénomiques, qui nous permettent de comprendre le dialogue hôte-microbe et ainsi éluder donc les mécanismes de régulation de l'immunité, de la physiologie cellulaire et également du dialogue intestin-organe. Donc, ce sont toutes les régulations du mécanisme du dialogue qui sont des sources infinies de découvertes. La troisième partie est le cible de modulation pour une médecine préventive ou curative. Donc, cela passe par une compréhension de l'écologie intestinale, donc qui permet l'avancée vers une ingénierie écologique maîtrisée et encore un peu futuriste du management de ces écosystèmes microbiens. Donc, ça passe par l'identification de micro-organismes commensaux et la mesure de leurs bénéfices. Donc, vers une approche de la modulation par la nutrition, la modulation par la prescription de pré- ou probiotiques, voire antibiotiques, et également la modulation par l'apport du microbiote étranger. Donc, c'est un domaine en très forte évolution. Enfin, un quatrième axe qui est symbolisé par le microbiote, l'approche microbiote organe-médicament, via la transplantation de microbiomes, donc qui est très connu et qui marche très bien pour le traitement à l'infection Clostridium difficile, mais sur lequel nous espérons pouvoir avoir des applications futures pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et également des recherches en concours sur les domaines de recherche en lien avec l'obésité et également la sensibilité à l'insuline.
Donc, la structure de l'unité, c'est une unité de service à l'intention des communautés scientifiques et industrielles, donc financée à hauteur de 19 millions d'euros à partir de 2012 jusqu'à 2024 par les investissements d'avenir, avec un budget total sur les 8 dernières années de plus de 60 millions d'euros, et qui balaye jusqu'à aujourd'hui plus d'une centaine de contrats, donc, dont la moitié, un peu plus de la moitié, sont été des contrats qui ont été signés auprès de partenaires des industries, donc du domaine privé. Pour l'autre partie, en domaine public, nous nous partageons entre la Commission européenne, internationale et également des publics d'agences de financement françaises comme l'ANR. Donc, ce sont des domaines de recherche assez variés. Nous avons plusieurs approches à Métagénopolis. Une approche qu'on appelle la métagénomique quantitative, qui va en fait pouvoir quantifier les gènes présents dans un microbiome humain ou animal. Nous avons également une activité de biobanking, donc de stockage des échantillons, et également une activité de métagénomique dit fonctionnelle pour la compréhension, une meilleure compréhension de la fonction des gènes et également de la communication entre l'hôte et les microbes. Donc, vous pouvez voir ici donc, un petit peu le pipeline qui caractérise notre plateforme en métagénomique quantitative. Donc, au fil de l'eau, nous réceptionnons les échantillons donc, dans la plateforme Sambo auprès des partenaires. Avant cela, nous avons également dédié une part importante de notre temps sur le conseil à la collecte des échantillons. Alors, nous avons une spécialité sur la collecte des échantillons du microbiome fécal, humain ou animal, mais nous avons également plusieurs projets en recherche et développement actuellement qui poussent nos partenaires et nos stratégies à pouvoir en fait orienter notre domaine vers la caractérisation de microbiomes autres que intestinal, donc salivaire, de la peau et également l'analyse du microbiome vaginal. Donc nous avons une forte spécificité en conseil dans la collecte des échantillons. On reviendra un peu plus tard sur la présentation. Nous avons après l'extraction de l'ADN suite à la réception des échantillons. On se base pour ça sur des standards que nous avons définis en partenariat avec plusieurs laboratoires internationaux au sein de l'International Human Microbiome Standard. On y reviendra également. Suite à l'extraction de l'ADN, l'ADN va être séquencé. Donc, nous avons un parc de séquençage très important de 7 machines qui nous permettent d'avoir un débit de l'équivalent en séquençage de 45 fois le génome humain par jour. Nous traitons environ sur cette chaîne entre 6 000 et 10 000 échantillons par an. Suite à cela, la génération des séquences, une autre plateforme dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, la plateforme InfoBiostats, se charge de l'analyse de ces séquences. Donc, à partir des séquences générées, utilise des catalogues de gènes référents que nous bâtissons en fait en partenariat avec les laboratoires de réputation internationale et qui nous permettent en fait d'identifier les gènes présents dans chacun des microbiomes étudiés. Ce sont grâce à ces gènes que nous pouvons reconstruire le génome des bactéries et des micro-organismes présents dans les écosystèmes microbiens d'études. Suite à la génération de tableaux de profiling de gènes et d'espèces, nous avons également dans cette plateforme une expertise très importante dans l'analyse de ces données-là, biologiques, en lien avec les analyses de données de santé de la personne de l'étude. Donc, ce qui fait que l'offre est différenciante, la métagénopolis en métagénomique. Notre approche en métagénomique, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, tend à définir quels sont les micro-organismes présents dans l'écosystème, ce qu'ils font, leurs fonctions, et également comment ils le font. Donc, vraiment en pouvant étudier de manière très précise les gènes présents dans ces écosystèmes.
Nos compétiteurs vont pouvoir avoir une approche basée sur l'analyse ciblée d'un gène référent taxonomique appelé le gène 16S-rRNA, en séquençant simplement ce gène qui est un marqueur phylogénétique et qui va pouvoir en fait déterminer avec une précision assez faible l'organisme présent. Donc, ça a plusieurs limitations, cette approche de séquençage d'un marqueur phylogénique. Déjà, le choix du marqueur n'est pas forcément le meilleur pour pouvoir distinguer les micro-organismes les uns avec les autres. On choisit souvent des seuils de similarité entre séquences qui ne sont pas tout à fait vérifiés. Et également, on obtient, comme je vous le disais, une résolution de la taxonomie qui est faible. Et en fait, on va aussi utiliser des bases de référence qui sont assez peu ciblées et sur lesquelles on va pouvoir simplement s'intéresser à ce qui est connu. À Metagenopolis, on a une approche qui se base sur le whole genome sequencing, donc le shotgun sequencing, donc le séquençage de l'ensemble de l'ADN présent dans les écosystèmes microbiens, qui, en plus de l'approche de nos compétiteurs en analyse ciblée, apporte des informations très importantes sur les fonctions qui sont présentes dans ces écosystèmes et également comment ces fonctions sont mises en œuvre. Donc, ça apporte vraiment une notion importante de la fonction des écosystèmes microbiens, de ce dont ils sont responsables. On étudie également l'ensemble des micro-organismes à très haut niveau de résolution taxonomique, au contraire de l'approche ciblée. Et on a une compréhension importante des mécanismes moléculaires qui sont dans ces écosystèmes microbiens. Et ça a l'avantage également d'explorer le champ des possibles en pouvant compléter les bases de données présentes. La plateforme Sambo, donc comme je vous le disais, est une plateforme qui va pouvoir avoir la spécificité de recommander de conseiller en fait sur les kits de collecte à utiliser. On le verra dans la slide suivante, auprès de nos partenaires. Donc, suite à ça, les partenaires peuvent nous envoyer donc leur échantillon. Ils seront ensemble avec une liste des identifiants des échantillons envoyés. Ils seront réceptionnés sur notre plateforme et nous allons alors effectuer un contrôle de la qualité de la collecte effectuée et également des identifications. Nous enverrons ensuite un rapport de réception et de contrôle qualité de la réception et des échantillons réceptionnés. Suite à ça, on va pouvoir faire un alicotage. Un alicotage va consister en la sous-division de l'échantillon en sous-échantillons. Et ensuite, certains de ces sous-échantillons pourront être stockés dans une biobanque automatisée. Je reviendrai à cela dans une slide prochainement. Et également l'extraction d'ADN. L'extraction d'ADN est effectuée donc à Sambo et également avec des méthodes robotisées qui nous permettent une meilleure reproductibilité et un gain de temps important vis-à-vis de l'ensemble des échantillons que l'on traite quotidiennement. Donc, la collection sur mesure des échantillons intestinaux, elle est réalisée surtout pour pouvoir satisfaire à la qualité des données générées. Donc, comme vous le savez peut-être, les écosystèmes microbiens évoluent en fonction de l'environnement dans lequel ils sont et leurs profils sont impactés par les conditions environnementales de type température, niveau d'oxygène et pH. En fonction des équipements présents sur le lieu de collecte, que ce soit en hôpital ou chez l'individu, on va pouvoir conseiller notre partenaire vers des kits de collection. Donc, nous avons actuellement 4 méthodes de collecte des échantillons que l'on peut conseiller à nos partenaires en fonction des températures et également du temps entre la collecte de l'échantillon et l'acheminement de l'échantillon dans notre laboratoire. Par exemple, ici, on peut voir que si l'échantillon peut être amené dans le laboratoire dans les 24 heures, on peut conseiller un type de collecte. Si l'échantillon peut être amené dans les 4 heures à température ambiante, un autre protocole de collecte pourra être conseillé. Par contre, si l'acheminement de l'échantillon ne pourra pas se faire dans le jour
vers des équipements qui permettent donc le stockage en milieu froid de l'échantillon. Nous pouvons proposer d'autres protocoles de collecte et l'ensemble de ces protocoles de collecte permettent d'avoir des profils microbiens très comparables les uns aux autres. Donc, tous ces protocoles sont vous pouvez également trouver l'ensemble de ces protocoles de collecte sur le site IHMS. Et je reviendrai sur cela plus maintenant. Donc, la standardisation, c'est une étape assez importante pour nous. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons défini les protocoles de collecte ainsi que les protocoles d'extraction d'ADN, de séquençage et d'analyse au sein de l'International Human Microbiome Standard, donc ce qui regroupe 30 instituts de recherche dans 13 pays différents et 3 continents. Donc, il est très important de standardiser l'extraction de l'ADN et l'expérience que nous avons fait avec ces 30 partenaires ont pu le montrer, puisque en fait, nous avons envoyé à chacun de ces partenaires un échantillon fécal congelé et on leur a demandé en fait d'extraire de l'ADN selon leur protocole d'extraction maison. Et nous nous sommes rendus compte que les profils microbiens obtenus selon le protocole d'extraction d'ADN par ces différents instituts de recherche pouvaient en fait révéler des profils extrêmement différents. Donc, il est très important de se mettre d'accord en fait sur un protocole standard à utiliser pour pouvoir avoir une facilité plus importante à la comparaison des résultats obtenus avec les autres cohortes et les autres laboratoires. Donc, l'ensemble de ces résultats ont été publiés en 2017 dans la revue Nature Biotechnology. Donc, l'ensemble des protocoles utilisés également sont directement disponibles sur ces plateformes sur le site internet Microbiome Standard. Donc, nous avons choisi d'automatiser l'extraction d'ADN, et ce pour gagner en efficacité, en débit et également pour baisser les prix d'extraction proposés aux partenaires. Donc, le choix de la méthodologie, elle se fait sur la base d'une analyse de similarité avec les méthodes manuelles de référence autrefois utilisées. Et donc, c'est une extraction d'ADN qui se fait grâce à l'utilisation de billes magnétiques et qui nous permet en fait de traiter plus de 96 échantillons en 4 heures. Nous avons également une forte activité de stockage des échantillons. Alors, pourquoi c'est important de stocker les échantillons? Nous pouvons à tout moment revenir sur des échantillons qui ont été analysés en fonction des résultats obtenus pour pouvoir faire d'autres études ou dans les laboratoires expérimentaux pour isoler des souches importantes ou alors pour faire d'autres études en biologie sur ces échantillons ou d'autres études chimiques. Donc, nous stockons ces échantillons dans un stocker robotisé, donc refroidi à moins 80 degrés. Nous avons une capacité de stockage de plus de 600 000 échantillons. Le stockage se réalise dans des tubes barcodés en 2 dimensions. Et nous pouvons stocker soit les alicos-fécaux, soit les LISA obtenus précédant l'extraction de l'ADN, ou alors les ADN eux-mêmes. Enfin, la plateforme Metacant, donc la plateforme de séquençage de l'ADN, est une plateforme qui consiste tout d'abord à vérifier la qualité et la quantité de l'ADN extraite par la plateforme Sambo grâce à des mesures qui s'appuient sur l'électrophorèse ou par les chromatogrammes. Suite à ça, l'ADN va être fragmenté. Donc, nous devons fragmenter l'ADN pour réellement pouvoir adapter la taille de l'ADN au séquençage de l'ADN. Suite à ça, donc, nous allons pouvoir permettre également la construction des librairies d'ADN, qui sont également là pour 3 étapes enzymatiques, qui vont permettre de fournir à chaque fragment d'ADN le nécessaire pour pouvoir permettre leur séquençage. Donc, ces 3 étapes enzymatiques se déroulent également dans un robot Pipter et nous permettent également là d'avoir une meilleure reproductibilité et une efficacité meilleure avec des débits toujours plus importants. Une fois que l'ensemble des contrôles qualité quantitatifs pourront être effectués sur les ADN prêts pour le séquençage, nous allons pouvoir lancer le séquençage. Donc, ces séquençages se font sur les technologies ion proton.
Donc, nous réalisons plus de 20 millions de séquences par échantillon. Et ce, pour permettre en fait une profondeur suffisante pour permettre l'analyse précise des écosystèmes microbiens. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de m'avoir écouté. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir. Donc voilà pour l'intervention de Hugo Roum. Merci à lui. Si vous avez des questions sur cette présentation, n'hésitez pas à les poser via le chat. Je propose maintenant qu'on passe à la présentation suivante, qui est celle de Maria Inès. Donc Maria Inès, je vous invite à allumer votre webcam et votre micro. Merci Maria Inès et bonne intervention. D'accord. Bonjour à tous et toutes et merci d'être là pour ce webinaire qui je vais donc essayer de vous faire en live. Donc, je m'y présente d'abord, Maria Inès, directrice de recherche et directrice de cette plateforme qui est dédiée au développement des formes galéniques, ce que nous appelons également des matériaux fonctionnels. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin dans cette présentation. Cette plateforme, tout d'abord, c'est une plateforme de recherche rattachée à un centre de recherche qui s'appelle Rhapsody de l'Institut Minalbi. Les centres Rhapsody, ces recherches sont dédiées à l'énergie, à l'environnement et aux sciences et technologies des poudres. La plateforme Gala est rattachée à ces centres et a été créée afin de compléter et d'élargir les compétences de ces centres en tout ce qui concerne des formes, des matériaux, ce qu'on appelle fonctionnels, ou des solides plus intelligents. Cette plateforme a été conçue, créée dans les cadres du CPER 2007-2013, cofinancée par l'État, la région Occitanie et la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, basée à Castres. Et elle a deux labels. Un label lors de sa création qui a été attribué par les pôles de compétitivité cancer biosanté, aujourd'hui fusionné au pôle Aérobiomed. Et les labels de l'Institut Mines Télécom, qui est un label donné à ces plateformes de référence. Pour ce qui est de notre savoir-faire, on peut résumer comme une concentration d'expertise pour les développements de produits avec propriétés contrôlées. Pour ce qui est de médicaments, on peut penser aux cinétiques des solutions, on contrôle de solubilité, de la réactivité pour préserver aussi une molécule active et surtout du relargage qui est programmé, instantané, prolongé ou ciblé. Et pour cela, il faut avoir des compétences qui vont être nécessaires pour s'adapter à chaque molécule active, à ses propriétés physico-chimiques, et également au secteur d'application. Parce que ces produits peuvent être destinés à la santé animale, humaine, et aussi à ce qu'on appelle aliments santé développés aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Donc, ce que vous voyez sur ce schéma, c'est une façon de représenter nos compétences, ce qu'on appelle galénique avancée. Vous voyez à gauche ce serait la molécule d'intérêt, celle qui va avoir l'activité biologique d'intérêt d'un produit industriel, par exemple. Et ensuite, fonctionnalisation, ce que vous voyez tout à fait à droite, c'est la capacité de transformer cette molécule, de l'habiller, disons, pour l'introduire dans l'organisme et la relarguer dans des conditions bien contrôlées pour qu'elle puisse être d'abord protégée et exercer toute son action thérapeutique souhaitée. Donc, les savoir-faire, ce serait de choisir les bons excipients, les bons matériaux qui vont être associés à cette molécule, qui vont lui permettre donc d'arriver à son site d'action avec ces contrôles de ce qu'on appelle l'interaction avec son environnement. C'est pour ça que ça se traduit pour nous, la galénique avancée, c'est la maîtrise de la formulation
comment développer ces produits en passant par l'utilisation d'un procédé, les contrôles de sa structure physique qui va être liée à ce qu'on appelle fonctionnalité ou ses propriétés qu'on essaye de contrôler. Voilà pour la définition d'une galénique avancée ou des matériaux. Ce sont des matériaux qui ont une fonctionnalité. De là, la définition matériaux fonctionnels pour ce qui est de nos compétences. Cette plateforme compte avec une équipe dédiée, 4 personnes, moi-même en tant que chercheur, 2 ingénieurs de recherche et une technicienne de laboratoire. Mais une force de cette plateforme est de pouvoir compter avec un réseau de collaborateurs, des chercheurs issus des 5 laboratoires de recherche, en plus de Rhapsody. Nous avons des laboratoires membres de cette plateforme, 4 autres laboratoires toulousains, et qui vont apporter des compétences en chimie de synthèse, physico-chimie des solides divisés, des milieux dispersés, de la formulation et du génie de procédés nécessaires pour le développement de ces types de formulations qu'on espère, si possible, originales. Donc, les partenaires académiques sont évidemment les CNRS, ce sont 5 labos associés au CNRS, l'INP de Toulouse et l'Université Paul Sabatier en tant que tutelle de ces différents laboratoires. Donc, en fonction du besoin, d'un besoin identifié, d'une formulation nécessaire pour une molécule donnée, nous pouvons réunir ces différents chercheurs, des biologistes, chimistes, pharmaciens, ingénieurs, et qui vont composer l'équipe projet pour résoudre, donc, comme je dis, une problématique identifiée. Alors, en termes pratiques, l'offre de cette plateforme se décline par des études de faisabilité pour les développements et ou optimisation d'un procédé ou d'un produit cible avec ses propriétés contrôlées. Si les procédés, enfin la formulation a déjà été identifiée et un procédé a été visé, nous pouvons accompagner, monter un TRL autour donc des technologies de génération que nous avons disponibles autour de cette plateforme. Nous pouvons générer aussi des lots, des produits, des centaines de grammes à quelques kilos de produits selon les différents procédés utilisés, qui peuvent ensuite être testés chez les partenaires pour aller jusqu'à des tests précliniques. Et bien évidemment, nous apportons les volets caractérisation de produits nécessaires pour comprendre un peu les structures de ce que nous développons et pouvoir agir rapidement afin d'assurer les bonnes propriétés et leur optimisation. Donc pour cela, nous avons des moyens et locaux dédiés. Vous avez à droite de cette slide les équipements que nous avons aujourd'hui installés sur un plateau de 400 mètres carrés qui est aussi qui a été conçu pour un travail dans des conditions contrôlées, avec une atmosphère contrôlée, en s'approchant un peu de ce qu'on espère trouver dans les locaux des fabrications pharmaceutiques dans l'industrie. Donc, pour faire simple, différents procédés, pour ceux qui connaissent des procédés, c'est les séchages par atomisation, une ligne complète d'extrusion bivis pour des applications pharmaceutiques, une unité d'enrobage granulation pouvant travailler avec des corps gras, c'est l'originalité de cette unité. Nous pouvons faire de l'enrobage de la granulation classique avec le milieu liquide, mais aussi avec du corps gras, ce qui introduit un volet intéressant qui est l'utilisation des procédés sans solvant. Et encore une unité des pre-lignes pour générer des formulations solides sous la forme de microsphères ou microcapsules. Alors, on pourrait résumer autrement pour dire, nous avons différents procédés qui vont pouvoir transformer une molécule en l'associant à des excipients, en passant par des étapes de solubilisation ou fusion
au mélange ou enrobage et qui vont générer des produits, des formes physiques aussi différentes, des poudres fines, des billes, des centaines de microns ou alors des quelques millimètres, ou des pellets qui peuvent être par la suite être utilisés pour composer des formes pharmaceutiques classiques comme des comprimés ou gélules. Et nous avons aussi des techniques de caractérisation intéressantes comme un couplage d'une technique Raman à une analyse de haute résolution qui est la microscopie de force atomique pour aller chercher la distribution spatiale, par exemple, des constituants dans un produit constitué d'une molécule active et des excipients. Et en plus de cette caractérisation, on ne va pas tout lire, hein, donc nous avons accès à d'autres appareils de caractérisation, ça vous donne juste une idée qui, pour bien développer un produit, il faut d'abord les connaître pendant son développement. Nous avons besoin de caractérisation physique, physico-chimique et de performance ou de stabilité nécessaires pour accélérer le développement. Ces techniques sont aussi disponibles. Nous avons accès à des techniques disponibles dans notre laboratoire Rhapsody, mais également à des laboratoires membres du réseau de cette plateforme. Une offre à large spectre en galénique avancée, ça se traduit par les traitements des problématiques diverses. Donc, on peut les classer en 3 grandes familles. Les problématiques qu'on arrive à résoudre, ce sont la recherche d'un relargage ciblé ou prolongé, la formulation des molécules instables comme tous les produits biotech qui nécessitent des formulations spécifiques, ou l'amélioration de la biodisponibilité des molécules peu solubles milieu aqueux pour une administration orale. C'est là, ce type de problématiques que nous pouvons les résoudre en utilisant différentes technologies. Exemple des projets avec des industries de la filière industrie du médicament aujourd'hui, c'est le projet que nous avons en cours. Donc, une reformulation d'une molécule active pour un relargage ciblé en vue d'un traitement d'une maladie inflammatoire intestinale. Cela est fait avec les startups CVS Terra basées en région Occitanie. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à une formulation originale qui conduit à un brevet en cours de rédaction. Ou alors, notre projet, il s'agit aussi d'une reformulation d'une molécule active pour un relargage, dans ces cas prolongés, pour les traitements des dyskinésies chez les patients atteints de la maladie du Parkinson. Et voilà, si notre champ d'action ou nos activités peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter, à moi-même ou l'ingénieur de recherche Lorraine Horry. Vous avez ici nos contacts, sachant que nous sommes localisés à côté de l'aéroport à Castres, sur cette zone indiquée ici dans ces schémas. Et voici notre site web pour plus également d'informations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maria-Inès, pour cette présentation. Je propose qu'on prenne tout de suite les questions qu'on a eues pendant cette présentation. Donc, la première question, c'est une question de Françoise. Alors, attendez. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue en direct, mais bon. Donc, Françoise demande, les protocoles évoluent, est-il prévu un autre effort de standardisation à l'échelle internationale? Alors, nous travaillons aujourd'hui à l'échelle internationale. Nous avons 3 ou 4 projets en cours à l'échelle internationale, de l'Europe et au-delà. Et les protocoles, parfois, oui, on respecte en fonction de la demande, évidemment, de partenaires. Par exemple, on va s'adapter à des protocoles pour répondre à un cahier des charges comme une performance qui peut être spécifique voilà, d'un territoire. Après,
nous travaillons sur les bonnes pratiques des fabrications. On peut arriver jusqu'à aux produits qui vont être testés chez l'animal. Et pour cela, on travaille vraiment de façon très proche du partenaire qui nous aide aussi à définir les protocoles qui vont permettre d'arriver aux essais précliniques. Et donc, comme j'ai répondu à l'échelle internationale, nous travaillons avec différentes sociétés et on s'adapte en cas par cas. Merci de votre réponse, Marie-Inès. Je propose qu'on passe à une autre question qui nous a été envoyée en amont du webinaire. Quand on souhaite développer un produit, est-il possible d'utiliser différents procédés? Oui, c'est vraiment un des objectifs de cette plateforme, Uniforce, je dirais aussi, parce que quand on envisage de développer un type de formulation, au départ, on n'a pas forcément un procédé en vue. C'est-à-dire, il peut y avoir la possibilité de développer un procédé industriel à partir justement des résultats obtenus à l'échelle d'un screening des procédés. Et nous avons sur la plateforme Gala, par exemple, un procédé d'atomisation et un procédé d'extrusion à chaud qui ne vont pas transformer la molécule de la même façon, mais qui peuvent être associés aux mêmes excipients et qui vont générer, par exemple, un type de formulation pharmaceutique aujourd'hui qui est très demandé, et ce sont les dispersions solides ou les formes amorphes stabilisées en vue d'améliorer la biodisponibilité des formes orales et qui ont été testées en utilisant différents procédés. Et de notre expérience, il n'y a pas un procédé qui a toujours les plus intéressants. Ça dépend beaucoup des molécules. On a eu des résultats différents en fonction des produits souhaités. Merci de votre réponse. Alors, la question suivante qui nous a été aussi posée en amont, quelle aide pouvez-vous apporter à la formulation d'un produit? Alors, l'aide qu'on peut apporter, elle peut être très en amont, c'est-à-dire on peut avoir la molécule, un cahier de charges défini. Je prends par exemple un relargage prolongé qui est attendu dans les tracts gastro-intestinaux, mais on n'a pas forcément choisi les excipients et on peut, à ce moment-là, on va aider, on va participer au screening formulation, au screening des excipients, en comptant aussi sur notre expertise d'aujourd'hui, qui va pouvoir minimiser le nombre d'excipients à tester. Voilà, donc nous travaillons aussi avec les producteurs des excipients pharmaceutiques et qui nous présentent premièrement les nouveaux produits. Et cela nous permet aussi d'avoir une vue très actuelle ou actualisée sur les possibilités de nouveaux produits et de nouveaux excipients qui peuvent par conséquent conduire à des formulations originales. C'est ce qu'ils cherchent dans la plupart des cas nos partenaires industriels. Merci beaucoup de cette réponse. Donc, j'invite les personnes qui auraient des questions à poser à Marie-Inès à les poser tout de suite dans le chat. S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer à la présentation suivante. Marie-Inès, est-ce que vous pouvez rester avec nous en cas de questions, mais sans être en vidéo et en micro, c'est-à-dire, voilà, donc s'il y a des questions, vous pouvez de toute façon continuer à répondre dans le chat. En tout cas, merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Merci à vous pour votre attention et participation. Merci. Et donc, je vous passe la présentation de Benoît Allouin sur l'imagerie biomédicale. Bonjour, je suis Benoît Allouin, je suis le directeur d'une plateforme d'imagerie biomédicale que je vais vous présenter qui s'appelle le Centre Cicéron. Alors, Cicéron, c'est l'ensemble de ces bâtiments ici qui représentent 8000 m² d'immobilier. C'est 45 millions d'euros d'investis depuis 1985 et nous y hébergeons 250 chercheurs et techniciens. Aujourd'hui, nous avons une plateforme d'imagerie qui comporte 30 personnes au service de partenariats publics-privés et l'ensemble de cette infrastructure est soutenu
par l'Université de Caen, les établissements de soins CHU-de-Caen, Normandie et le Centre François Baclès, les organismes nationaux de recherche, le CNRS, CEA et l'INSERM, les collectivités territoriales, région Normandie et agglomération Caen-la-Mer, et puis une grosse infrastructure de recherche qui s'appelle Canil. Nous sommes une plateforme labellisée IVISA, c'est-à-dire labellisée des grands organismes de recherche, et nous faisons partie depuis 2017 de l'Institut Tremplin-Carnot I2C. Alors Cicéron, en bref, Cicéron, c'est l'association d'un continuum technologique de haut niveau avec des équipes de recherche de pointe dans différents domaines de recherche. Le continuum technologique de haut niveau est constitué d'équipements remarquables qui permettent de réaliser des études d'imagerie in vivo à toute échelle du vivant, de la préclinique jusqu'à la recherche chez l'homme, dans diverses modalités d'imagerie, que ce soit TEP, IRM, angiographie, imagerie ultrason ou microscopie et bioluminescence. Et donc, nous avons une équipe plateforme qui s'appelle l'UMS 3408, labellisée du CNRS et soutenue par le CHU et l'Université de Caen, qui est en charge de gérer l'ensemble du patrimoine, de gérer la plateforme d'imagerie, d'aider à la conception et à la gestion réglementaire de programmes, de protocoles de recherche avec l'usager ou le client, et puis aider à la réalisation des protocoles de chirurgie et d'acquisition en traitement d'image. Associé à ce continuum technologique, nous avons donc des équipes de recherche de pointe dans différents domaines, que ce soit l'accident vasculaire cérébral, l'inflammation, le vieillissement cérébral, la mémoire, la production d'agents radiopharmaceutiques ou la recherche de radiopharmaceutiques innovants, des stratégies contre le cancer et notamment les tumeurs cérébrales, des recherches sur les maladies mentales comme la schizophrénie ou sur les maladies cardiovasculaires, notamment en ischémie cardiaque, et puis une équipe qui travaille également sur l'attention, l'orientation, la chronobiologie, ou encore la psychologie et le développement cérébral de l'enfant. Tous ces équipements et ces unités de recherche finalement aboutissent à la capacité du centre à héberger des programmes de recherche de niveau international avec des programmes type H2020, ERC, RHU, Equipex, LABEX, qui ont donné lieu depuis 30 ans à plus de 1000 publications, plus de 46 000 citations à l'international, un factorage de 95, et puis surtout l'accueil et la formation de plusieurs étudiants et doctorants en relation ou non avec l'industrie. Aujourd'hui, on héberge 54 étudiants en formation. Alors, si je vous fais visiter le centre virtuellement, on va y retrouver sur le site une animalerie centrale qui est multi-espèces, qui va de la production de souris et d'OGM jusqu'aux primates, en passant par les gros animaux comme la brebis, comme le porc, qui vont alimenter 12 postes de chirurgie des laboratoires, dont certains sont très spécialisés, notamment Oncomodels, qui est une plateforme spécialisée en chirurgie pour la cancérologie, et donc qui dispose d'une animalerie très spécifique, qui est une animalerie d'animaux immunodéficients. Une autre plateforme spécialisée dans les accidents vasculaires cérébraux, qui est la seule plateforme en France labellisée, qui s'appelle ESRP, pour Experimental Stroke Research Platform, qui est justement une plateforme dédiée à la recherche, au développement et à la prestation de services pour l'étude des accidents vasculaires cérébraux. Et puis une plateforme spécialisée dans l'évaluation comportementale de ces animaux. Et donc on retrouve toute la chaîne de valeur de la production, la chirurgie jusqu'au comportement sur des aspects très spécifiques des recherches qui sont effectuées au centre Cicéron. Donc il y a la capacité à la fois technique et surtout la capacité scientifique de pouvoir collaborer avec des unités de recherche du site. Notre spécificité à Cicéron, c'est essentiellement l'imagerie in vivo.
Et donc, ça démarre avec de la microscopie. Nous avons un parc d'environ 2 millions d'euros de microscopes à fluorescence, confocaux, imagerie calcique, bifonton in vivo, l'imagerie optique de bioluminescence. Et donc, ça, c'est le premier niveau de notre capacité d'imagerie sur site. Puis, nous avons deux modalités très spécifiques d'imagerie. C'est l'imagerie TEP, tomographie par émission de positons, qui est une imagerie métabolique et quantitative, et un autre type d'imagerie qui est l'imagerie IRM. Et nous sommes en capacité de faire des programmes à la fois précliniques et cliniques dans ces modalités d'imagerie. Et donc, pour faire de l'imagerie TEP, nous avons la chance d'avoir sur place un cyclotron qui va nous permettre de produire des radioisotopes qui vont être couplés à des molécules qui vont être synthétisées sur place dans les laboratoires de chimie. Et donc, on va produire des radiotraceurs qui vont être qualifiés ensuite en radiopharmaceutique grâce à une salle blanche et notre équipe de radiopharmacie, et vont aller alimenter deux caméras TEP, Scanner X, une préclinique pour les activités petites animales, donc souris, rats, marmousets, et donc qui vont permettre de faire des images du type que vous pouvez voir en haut à droite. Et puis un imageur clinique, qui va nous permettre de à la fois passer des gros animaux type brebis, porcs, primates, mais aussi de l'homme, qui est inclus dans des programmes, dans des protocoles de recherche. Et donc nous sommes en capacité de produire des molécules fluorées, des molécules donc au fluor 18, molécules taguées au carbone 11 ou à l'oxygène 15. Nous avons un bloc opératoire pour les gros animaux sur le site, équipé d'une salle d'angiographie permettant de faire de la chirurgie endovasculaire et donc de tester différents dispositifs médicaux. Et puis l'autre modalité d'imagerie, c'est l'IRM. Et donc nous avons sur place un IRM 7 Tesla qui permet de faire des acquisitions anatomiques et fonctionnelles à la fois sur le cerveau, mais aussi sur le cœur, sur n'importe quel type d'organe. Et puis, donc cet imageur 7 Tesla est pour les petits animaux, souris, rats, marmousets. Et puis un imageur clinique, 3 Tesla, corps entier, qui permet de faire ces mêmes acquisitions anatomiques et fonctionnelles pour les gros animaux, mais aussi chez l'homme, directement chez l'homme. Et donc nous avons toutes les autorisations pour pouvoir pratiquer ces examens. Nous disposons d'un data center et des grilles de calcul puissantes et qui nous permettent de sécuriser 400 Tera de données dans différents points en France. Nous avons donc une sécurisation multisite entre Caen et Lyon. Et nous sommes en capacité aujourd'hui de renouveler un certain nombre d'équipements pour garder une certaine compétitivité, une certaine attractivité. Et donc, nous avons un vaste plan de rénovation à la fois immobilière et de nos équipements de l'ordre de 10 millions d'euros, qui va commencer dès cette année par l'achat d'un imageur hybride IRM TEP qui va permettre de faire des acquisitions à la fois en IRM et à la fois en TEP au même moment. Et donc cet imageur sera disponible dès la fin de l'année 2019. Et puis nous allons investir donc un nouveau bâtiment qui a été créé, ce bâtiment-là, une nouvelle salle blanche de production et d'exportation de radiopharmaceutique qui sera vraisemblablement disponible fin 2020. Et puis nous avons l'intention de renouveler notre IRM Auchan clinique d'ici 2020. Et donc, l'ensemble du parc matériel sera de toute nouvelle génération. Donc, si vous avez besoin de développer des activités in vivo, que ce soit en comportement, en chirurgie, en imagerie, sachez que vous avez sur place au centre Cicéron à Caen une unité de service qui est en mesure d'obtenir les autorisations réglementaires à la fois
de l'Agence de sûreté nucléaire, de la Direction départementale de protection des populations, de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour réaliser vos expérimentations, et que nous avons sur place à la fois les savoir-faire technologiques et les équipements technologiques pour vos développements, mais aussi nous sommes en capacité de vous faire rencontrer des unités de recherche pour des collaborations scientifiques de haut vol. Je vous remercie. Au revoir. Pour m'avoir permis de faire ce webinaire. À très bientôt. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation de Benoît Alwin, merci à vous de votre participation. Alors, ce que je vous propose, si vous avez des questions pour Benoît Alwin, de les poser dans le chat, ce qui va nous permettre de lui faire suivre les questions et il vous enverra les réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, avant de nous quitter, je voulais simplement vous dire qu'on a donc déjà la date du prochain webinaire de FindMed, qui va donc se passer le 26 février à 11 h. Et là, la différence, c'est que tous les intervenants seront avec nous dans l'interface, donc ce sera plus simple pour poser vos questions. Voilà, donc le programme du 26 février, ce sera la technologie des puces protéiques en phase réverse, un Living Lab dédié à la neurologie et à la psychiatrie, et enfin le séquençage et l'analyse génomique, donc qui seront traités par les experts des Instituts Carnot Curie Cancer, ICM et France Futur Élevage. Voilà, donc merci à vous de votre participation. Merci beaucoup à Maria-Inès de son intervention. Vous retrouverez le replay de ce webinaire donc sur la page FindMed sur la plateforme ActenMatch. Et puis, on espère vous voir nombreux pour le prochain webinaire du 26 février. Excellente journée à vous et à bientôt pour un webinaire FindMed. Merci à tous.